La taxation exceptionnelle de Total Energy, des profits de Total Energy, ne rapporterait que 200 millions d'euros au budget de l'État. C'est ce que nous dit Bruno Le Maire. Pourquoi si peu? On en parle avec vous, Mathieu Plane. Bonjour Mathieu. Bonjour David. Directeur adjoint du département d'analyse et prévision de l'OFCE. Bon, pourquoi on parle de tout ça? Parce qu'il y a le gouvernement qui vient de déposer 2 amendements au projet de loi de finances 2023, dont on parle beaucoup évidemment en ce moment, pour faire contribuer les énergéticiens. Voilà, et donc il y a plusieurs composantes, mais déjà s'agissant de ce qui intéresse tout le monde, les super profits de Total. On se dit que ça va pas loin de 100 millions d'euros, nous dit le ministre de l'économie. Comment est-ce qu'il arrive à ce chiffre quand on sait que Total Energy dégage 10 milliards de dollars sur le premier semestre? Alors le calcul est finalement assez simple, enfin assez simple. Non, il n'est pas si simple justement. Il est simple ou il n'est pas simple? Non, il n'est pas simple. Il n'est pas simple. Alors il y a deux choses, c'est que la taxation sur les super profits, alors on peut appeler super profits, en tout cas c'est pas ce que veut dire Bruno Le Maire, repose sur l'assiette fiscale et donc le profit réalisé dans chacun des pays. Ce que dit Total, c'est qu'en réalité les bénéfices engrangés en France liés à la distribution ou à la raffinerie sont relativement faibles. Comme beaucoup de multinationales, et notamment que ce soit dans le transport ou dans l'énergie, ils réalisent une grande partie de ces revenus, en tout cas en dehors de France. Qui sont frappés, taxés à l'étranger. Qui sont taxés, les profits sont localisés à un autre endroit. Alors il y a toujours la question des prix de transfert, qui sont des questions d'optimisation fiscale, mais normalement, vous payez vos bénéfices, vos impôts, là où vous réalisez les bénéfices et les revenus. Donc il se trouve que ce que dit Total, c'est qu'en réalité, les revenus... Ce que dit Total ou ce que dit le gouvernement? Alors, parce que pour moi, le chiffre que j'entends de Bruno Le Maire, c'est 200 millions d'euros. Oui, mais pas en milliards d'euros en termes de recettes fiscales. Oui, non, mais d'accord, mais je pense qu'il y a quand même... Il y a dû y avoir des échanges avec Total. Sur là-dessus. Donc cette assiette fiscale, ce que dit Total depuis le début, c'est qu'elle est relativement faible. Parce qu'on ne produit ni pétrole, ni on ne produit gaz. pas de pétrole, il y a la distribution et la raffinerie. Voilà. Et distribution raffinerie, sachant qu'en plus, Total a accordé une remise de 20 centimes dans ses stations-service. Donc c'est vrai que ça réduit la marge de Total. Et puis après, il y a le mode de taxation, qui est en fait, au niveau européen, ils se sont accordés à une définition de plus ou moins de super profit, c'est-à-dire à partir du moment où vous dégagez des bénéfices supérieurs à 20% de ce que vous avez réalisé les 4 dernières années. Donc ça serait une sorte de profit exceptionnel et serait taxé à hauteur de 33%. Donc c'est assez compliqué en fait. Ça frappe Total Énergie, oui. Cette contribution, ce qu'on sait à hauteur de 200 millions. Et alors je crois que Total parle de 1 milliard au niveau européen. 200 millions au niveau français, donc on est sur des sur des recettes fiscales. 200 millions, c'est pas non plus zéro. C'est quand même assez décevant. Mais on est très loin des 20 milliards de profits qui sont attendus de Total sur 2022. Quoi. Ouais. Et quand Lieffort, le patron du PS, reproche au gouvernement de tout faire pour épargner le CAC 40 au travers des amendements qui ont été déposés, est-ce que c'est redevable au-delà de la question de Total Energy? En tout cas, ça se discute. C'est-à-dire qu'on voit bien que, de toute façon, le gouvernement, depuis le début, n'est pas allé dans cette idée de taxer des super profits ou une rente exceptionnelle liée à un marché exceptionnel, que ce soit lié au prix de l'énergie ou que ce soit lié au transport avec CGM, avec l'idée qu'il valait mieux s'accorder au niveau européen sur un mécanisme, en tout cas, de taxation qui est un peu compliqué à mettre en place, mais qui n'est pas fait au niveau national. Ce qui n'a pas été le choix d'autres pays qui l'ont fait au niveau national, et ça cible précisément les énergéticiens. Ça pourrait être quelque chose qui soit plus large, c'est-à-dire que historiquement, si je prends par exemple en 1995, Alain Juppé a décrété une surtaxe sur l'impôt sur les sociétés, c'est-à-dire que le taux d'impôt sur les sociétés était 33%, il est passé temporairement de 10 points de plus. Et pour l'ensemble? Pour l'ensemble, à partir d'un certain niveau de chiffre d'affaires, donc sans distinguer l'origine des profits. Oui, mais ça serait contradictoire avec le message politique du gouvernement, à savoir on baisse les impôts. Exactement, donc c'est vrai que là on n'est pas dans un message de ressources fiscales à chercher, et donc c'est vrai que le gouvernement, et notamment s'est engagé, et Bruno Le Maire en particulier, sur l'idée de dire on n'augmentera pas les impôts. Et donc c'est vrai que forcément, cette surtaxe ou cet impôt exceptionnel mettra à mal en fait, le discours du gouvernement qui est de dire en fait, on ne baissera pas les impôts. Et depuis quasiment 10 ans, depuis François Hollande, et c'est poursuivi sous Emmanuel Macron, l'idée est de baisser la fiscalité des entreprises pour qu'elles soient plus compétitives et plus attractives. Et la peur du French bashing, en fait, en disant, regardez, dès qu'il y a un problème fiscal, dès qu'il y a un problème de finances publiques,
vous augmentez les impôts, et on en voit bien l'histoire du ras-le-bol fiscal et autres. Donc ils veulent tenir cette ligne. Oui, mais il y a des moyens pour le gouvernement d'aller prendre plus, entre guillemets, que ces 200 millions d'euros chez Total, encore une fois, il faudrait... Il y a bien sûr qu'il y a possibilité, mais c'est un choix politique après. C'est-à-dire que si vous faites une surtaxe d'IEX comme ça existait dans le passé... Mais juste sur Total, c'est impossible de faire ça. Non, le problème, c'est que vous vous mettez d'accord au niveau européen pour pas qu'il y ait des problématiques de concurrence, parce que normalement, vous n'êtes pas censé cibler une entreprise en particulier ou un secteur. Normalement, l'assiette fiscale, elle est déterminée pour tout le monde. Donc là, on fait sur des... C'est un processus européen de dégager ce qui est des surprofits dans l'énergie. Et c'est pas dire les surprofits qui seraient générés, par exemple, vous pourriez imaginer de dire, voilà, à partir d'un certain niveau de profit par rapport à ce qui était dans le passé, vous le taxez, quelle que soit l'origine de profit, que ce soit des services financiers, que ce soit du transport, que ce soit de l'énergie. C'est pas le choix que veut faire le gouvernement, une fois de plus. Il y a eu cet amendement déposé, encore une fois, par proposition de loi déposée par la NUPES, ou amendement, je ne sais plus, qui consisterait donc à surtaxer, encore une fois, qui devrait rapporter entre 5 et 15 milliards d'euros. Alors, on parle pas total, on parle de l'ensemble. On l'avait évoqué la semaine dernière ici dans l'émission. Il n'y a rien à garder là-dedans ? Après, moi, en tant qu'économiste, après, c'est des choix politiques. C'est-à-dire, si vous cherchez des ressources fiscales, évidemment que s'il y a des super profits et que vous avez besoin de réduire les déficits publics, la question va se poser. Que vous êtes voit ou ne voit pas de super profits, notamment chez les énergéticiens. Bien sûr. On a vu cette sortie de Bruno Le Maire qui était fin août au MEDEF, qui disait, moi je ne sais pas ce que c'est qu'un super profit. Mais il n'y a pas de définition des super profits. Ce qu'on peut dire d'un super profit, c'est que c'est finalement... Parce que tout le monde comprend à peu près que le cours du pétrole a augmenté sans lien avec la stratégie de Total, et donc effectivement, quand une matière première augmente, il y a des profits. En plus, j'imagine que du coup, Total a augmenté les marges par rapport à la matière première, parce que si ces profits augmentent, c'est pas juste le prix de la matière première. C'est-à-dire que si vous prenez un pourcentage du prix brut, forcément, vous augmentez votre rendement. Vous voyez, c'est pas juste le prix de la matière première, c'est aussi, vous pouvez accroître les marges sur cette matière première quand elle augmente. Donc il y a ce point-là, et c'est vrai que ces super profits sont difficiles à définir. Ce qu'on peut dire, c'est qu'en gros, un super profit, c'est une forme de rente de situation. Rente de situation, si les prix de l'énergie augmentent et que vous dégagez des bénéfices exceptionnels, c'est parce qu'il y a un contexte politique, géopolitique très particulier, avec le conflit en Ukraine, avec la guerre menée par la Russie et l'invasion de l'Ukraine, qui crée des tensions très fortes sur les matières premières et l'énergie. Sur le transport maritime, c'est lié à des problèmes d'approvisionnement, à des problèmes de fret, de reprise qui a été très dynamique post-Covid, qui a multiplié par 10 le coût du transport des bateaux. Et c'est là où justement la définition du super profit se pose, c'est que normalement un profit doit être généré aussi par un processus d'innovation qui fait que vous gagnez des parts de marché, etc. Là, c'est plutôt parce que vous avez des grandes entreprises qui sont des acteurs majeurs au niveau mondial et que vous n'allez pas demain produire du pétrole ou vous installer pour produire du pétrole ou pour transporter avec des énormes bateaux des marchandises. Donc du coup, forcément, quand les prix augmentent, vous bénéficiez de la hausse de prix. La question, c'est est-ce que ces prix, est-ce qu'on les redistribue? Est-ce que ces entreprises les redistribuent en France? Est-ce qu'ils baissent leurs prix en France? C'est-à-dire qu'ils pourraient avoir des prix, par exemple, on peut imaginer qu'ils fassent leur super profit à l'étranger, mais qu'ils ne le fassent pas en France et qu'ils le redistribuent en France. Dans ce cas-là, on gagne sur le reste du monde. Donc c'est quand même intéressant. C'est pareil sur CMA-CGM. S'ils font leur super profit sur les États-Unis, la Chine, c'est pas vraiment un problème. À la limite, je dirais presque tant mieux. La question, c'est qu'est-ce qui se passe en France et quelles sont les marges de manœuvre au niveau français, quoi. Puisqu'on parle de CMA-CGM, le prix du fret qui s'est largement effondré depuis, donc la réalité du moment n'est pas celle d'il y a quelques mois. On parle aussi, en se quitter, Mathieu, d'un autre mécanisme qui met à contribution les énergéticiens parmi les deux amendements déposés par le gouvernement dans ce projet de budget 2023. Dès que le prix de l'électricité dépasse les 180 € du mégawattheure, les producteurs d'énergie, notamment renouvelables, dont le coût de production est plus faible, vont donner à l'État, aux caisses de l'État, tout ce qui est au-dessus. Et c'est pas rien. Non, c'est pas rien du tout. C'est pas 200 millions d'euros, c'est 26 milliards d'euros. Expliquez-nous un petit peu là. Alors là, c'est assez compliqué comme mécanisme. Encore plus compliqué, c'est possible. Non, tout est possible. C'est un mécanisme européen et effectivement, ça existe déjà en France, en fait, à travers le service public de l'énergie, qui, en gros, subventionne les énergies renouvelables et l'achète à un certain prix. Parce que sinon, elles ne seraient pas rentables. Et donc, du coup, ça coûte plusieurs milliards chaque année à l'État. Là, l'idée, c'est qu'avec le prix spot actuel de l'électricité, certaines énergies deviennent rentables. Et même, elles font des profits. Et donc là où vous devez subventionner, ça vous rapporte de l'argent. Et donc l'idée, c'est de réutiliser ces gains, parce que le prix spot étant supérieur au prix que, par exemple, que EDF s'était acheté, l'État en tout cas, s'était engagé à racheter, finalement fait que ça coûte beaucoup moins cher à l'État, voire même ça lui rapporte de l'argent. Et donc vous vous retrouvez avec finalement
beaucoup de subventions en moins, voire même des recettes supplémentaires. Et donc la différentielle est énorme parce qu'on parle de près de 30 milliards sur 2023. Donc le coût brut du bouclier, c'est-à-dire le bouclier tarifaire, c'est-à-dire le blocage des prix de l'électricité et du gaz, pris en charge, c'est 45 milliards. Ouais. En net, on passe en dessous de 20 milliards. Sachant que ce mécanisme existe au niveau français, il va être, logiquement, il devrait être adopté au niveau européen, mais il existe déjà chez nous. Mais en fait, voilà, nous on l'utilise déjà, parce que c'est pour ça que le bouclier tarifaire, finalement, ne coûte en net que 16 milliards. Voilà, est beaucoup moins cher que ça. Alors ça ne veut pas dire qu'il nous coûte, voilà, en net, parce que cette utilisation, c'est un choix qu'on a fait du bouclier tarifaire. Par contre, la ressource qu'on tire du prix spot, on l'utilise pour financer le bouclier tarifaire. On aurait pu imaginer d'autres systèmes. Mais en tout cas, c'est clair que ça change quand même un peu la donne et c'est important de le dire. À l'explication signée Mathieu Plane, directeur adjoint du département analysé prévision de l'OFCE. Merci David. Salut.